Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DG sur écoute qui sera consacré aujourd'hui à Catch Business School à travers le regard de son directeur général Alexandre de Navail qui nous accueille aujourd'hui sur le magnifique campus de Catch Marseille. Bonjour Alexandre. Bonjour Clément, vous allez bien? Ça va et vous? Ouais, bienvenue à Lumini. Merci beaucoup de nous accueillir. Alexandre, je vous propose de réagir à une actualité qui vous concerne. Vous venez de prendre la présidence d'Ecricom. Est-ce que vous pouvez nous donner votre feuille de route pour Ecricom et le concours Ecricom? Oui, alors effectivement, je viens de reprendre la présidence et j'en suis très très honoré. C'est une très belle banque d'épreuves, Ecricom. Elle est souvent considérée comme un galop d'essai pour les élèves qui passent les concours de la BCE. Je pense que c'est beaucoup plus qu'un galop d'essai. Il y a 5 très très belles écoles. Voilà, on est fiers d'être aux côtés de Neoma, de Rennes, de Strasbourg et de Montpellier. Je dirais qu'il y a trois priorités pour Ecricom sur les prochaines années. La première, et avant tout, c'est de vraiment travailler main dans la main avec les prépas sur le continuum, de continuer à défendre ce modèle de la prépa et de la grande école en France, parce qu'on y croit fermement, on en discutera certainement après. Bien sûr. De continuer à promouvoir ces 5 ans, parce que c'est vraiment un programme de 5 ans, et de continuer à promouvoir aussi toute l'exigence et la rigueur du travail des élèves et futurs étudiants de nos écoles quand ils sont en prépa. C'est la première chose. La deuxième chose, on est un groupe de 5 écoles, on est une belle famille, il y a beaucoup de solidarité entre nous, beaucoup de cohérence, et je crois que c'est vraiment important qu'on maintienne cela et qu'on garde cette gouvernance d'Ecricom la plus stable possible. Donc ça fait partie aussi de nos priorités. Et puis la troisième chose, c'est de travailler toujours plus et mieux sur la qualité du concours, sur sa rigueur académique. Et donc pour cela, on travaille beaucoup avec les prépas et ceux qui préparent ce concours et créent les programmes. Et travailler toujours plus et mieux aussi sur la sélectivité. Voilà, c'est les 3 priorités d'Ecricom sur les prochaines années. Merci beaucoup Alexandre pour cette réponse sur Ecricom. Je vous propose qu'on s'intéresse à Catch Business School. On est en début d'année 2026, donc est-ce que vous pourriez nous faire un petit bilan de l'année 2025 et à la fois d'un point de vue financier, académique et également vos projections et perspectives pour 2026. Ouais. Je vais remonter un peu plus loin que 2025 et je vais projeter un peu plus loin que 2026. Allez-y. Parce qu'on est une école, et une école, ça ne regarde jamais trop près dans le passé et pas assez loin dans le futur. En fait, en 2025, on a clos un cycle stratégique qui était Catch 25, c'était notre plan stratégique de 2020 à 2025. L'école s'est beaucoup développée dans la dynamique de ce qui s'était passé depuis la création de l'école en 2013, c'était la fusion en 2013 entre Bordeaux et Marseille. Et en fait, on a vraiment mis l'énergie, les ressources au développement de l'école en France et à l'international. Le budget a augmenté, enfin notre chiffre d'affaires a augmenté 30% sur les années 2020 à 2025, ce qui est conséquent. Et je crois qu'on est arrivé à une taille critique, mais je vais y revenir. On a aussi, sur cette période-là, développé de nouveaux programmes. On a ouvert Paris de façon beaucoup plus évidente que ce n'était le cas en 2020, puisqu'on a maintenant des programmes de formation initiale à Paris. On s'est plus et mieux internationalisé. On avait renouvelé toutes nos accréditations entre 2021 et 2022. Donc c'était voilà, une forte période de développement. Et aujourd'hui, il y a des plus et des moins dans nos finances. Mais on a quand même, je rappelle que Catch est une école non lucrative. De ce fait, en fait, on ne doit rien à personne qu'à nous-mêmes. Et on ne reçoit de financement de personne. Et donc pour pouvoir continuer à développer, à améliorer l'école, on doit être en capacité de réinvestir. Et en fait, on a généré suffisamment de capacité d'autofinancement sur ces 5 dernières années pour pouvoir investir intégralement 50 millions d'euros sur les campus. Voilà, cette partie du campus de Marseille, elle n'existait pas en 2020. L'agrandissement de Paris, on a fait beaucoup de travaux à Bordeaux et on continue à en faire. On a beaucoup investi sur la technologie, on a beaucoup investi sur la pédagogie.
Et l'école, aujourd'hui, en 2025, est une école qui est bien classée. Voilà, les 2 derniers classements du PGE, c'est Figaro Challenge, on est 9e, on a reprogressé d'1 point. Challenge classe l'EBP, notre master en 5 ans, 2e. Donc ça, c'est aussi une preuve de qualité des programmes qu'on connaît un petit peu moins. Le BBA, notre bachelor en 4 ans, est 6e. Donc on a des beaux classements récents et on est vraiment bien ancré dans le top 10. On a une situation financière qui est très saine. L'école est très robuste aujourd'hui. Voilà, on a une capacité d'autofinancement qui représente 10% de notre chiffre d'affaires, qui nous permet d'envisager d'investir encore dans le futur de façon sereine. Et surtout, on a stabilisé beaucoup de nos processus et apporté beaucoup de rigueur. On a créé beaucoup de données. Voilà, on a aujourd'hui un puits de données qui est assez conséquent et qui nous permet de travailler dessus pour améliorer le recrutement de nos étudiants, le suivi et le suivi du parcours de nos étudiants, qui travaillent sur les sujets de recherche, etc. Donc l'école aujourd'hui, c'est une école solide, robuste, bien classée, totalement accréditée et qui envisage l'avenir sereinement. 2025-2030, nouveau plan stratégique, on l'a annoncé il y a quelques mois, Catch 30. On va peut-être en reparler. On ne va pas travailler sur le développement accéléré comme on l'a fait ces dernières années. Je pense qu'on est arrivé, je l'ai dit tout à l'heure, à une taille critique qui fait qu'on est serein et on va travailler plutôt sur la qualité et miser sur la qualité. 2025 et 25-26, là c'est une bonne année. Les recrutements étaient bons en septembre. On fait aux environs de 4800 nouveaux recrutements, ce qui est en ligne avec ce qu'on avait fait l'année précédente, alors qu'il y a des tensions et on le sait. Même l'apprentissage a été relativement bon, on va en parler tout à l'heure aussi, je suppose. Donc l'année 25-26, c'est une bonne année. Voilà. On prépare à la fin de l'année 2026, début 27, un certain nombre de réaccréditations. Donc c'est une des priorités. Et puis on est en marche pour exécuter notre plan Catch 30. Vous commenciez à l'évoquer justement, ce choix fort de votre plan stratégique, qui est de ne pas miser sur la croissance, après une période de croissance précédente que vous avez détaillée. Est-ce que vous pouvez peut-être encore davantage nous détailler ce choix, qui est plutôt à l'inverse de ce qui est présenté par beaucoup de vos concurrents, qui annoncent plutôt de la croissance? Vous faites le choix de dire que voilà, la taille critique est atteinte et que l'objectif n'est pas un objectif de croissance. Est-ce que vous nous expliquer? C'est pas un contre-pied, c'est-à-dire qu'on n'a pas décidé d'une stratégie qui est plutôt axée qualité que croissance, à contrario de ce que font les autres, parce qu'on ne décide pas forcément de ce qu'on fait en comparaison de ce que font les autres, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont fait le choix de la croissance. Et je trouve que c'est un scénario extrêmement risqué. Il y a des réalités auxquelles on fait face aujourd'hui. La démographie, c'est une réalité en France. Il y a moins de bacheliers qui entreront dans les cycles de formation supérieure sur les années à venir. Il y a une réalité politique en France avec une certaine instabilité, il faut dire les choses, et des incertitudes qui ne sont pas très... qui font que l'environnement est pas très porteur et pas très engageant. Plus près de nous, on va parler de l'apprentissage tout à l'heure, il y a un mur auquel on fait face et dans lequel on est déjà rentré l'année dernière. Il y a une instabilité géopolitique qui fait que tout miser sur l'international, par exemple, moi je trouve ça dangereux. Voilà, on a des grosses sources d'activité et de recrutement d'étudiants dans des pays qui sont pas forcément les plus stables aujourd'hui, il faut reconnaître les choses. Et puis, il y a un marché de l'enseignement supérieur en France qui n'est pas encore stabilisé, qui n'est pas encore régulé. Alors, ça a être volonté de le faire, mais il y a une foultitude d'acteurs, dont certains restent extrêmement agressifs. On verra ce qu'il adviendra d'eux avec les limites budgétaires quant à l'apprentissage, évidemment. Mais en attendant, ils sont toujours là. Il y a tout un tas d'organisations qui annoncent des diplômes qui n'en sont pas, qui créent de la confusion auprès des étudiants et des familles qui se rendent sur les salons et on trouve certaines de ces organisations à côté de nos écoles de management. Donc c'est pas serein. Voilà. Et moi, dans un contexte comme celui-là, je préfère avoir une approche relativement prudente sur notre développement. Donc oui, j'ai annoncé qu'on allait... il y a une inertie et puis il y a une certaine attractivité de l'école qui fait qu'il y aura toujours un petit peu de croissance.
mais certainement pas à hauteur de ce qu'on a vu sur ces dernières années, et on va tout miser sur la qualité. Qualité, 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 qualité. Qualité académique par la recherche, qualité de nos enseignements, le portefeuille de nos programmes, on précisera peut-être un peu, qualité de la pédagogie, comment on enseigne, comment est-ce qu'on apporte les compétences et les connaissances à nos étudiants, et qualité de la vie et de l'expérience de nos étudiants. Pourquoi ? Parce qu'in fine, je veux continuer à être attractif, et l'être toujours plus, et étant toujours plus attractif, pouvoir monter quelque part dans les classements, et enchaîner cette boucle vertueuse qui est quand on monte dans les classements, on est plus attractif, quand on est plus attractif, on monte dans les classements. Et quand on monte dans les classements et qu'on veut faire de la qualité, ça rime avec sélectivité. C'est peut-être un autre point que je voulais qu'on aborde aujourd'hui. Vous souhaitez augmenter la sélectivité de Kedge, notamment en ce qui concerne les admissions sur titre. Est-ce que ça veut dire que la sélectivité jusqu'à présent n'était pas assez satisfaisante sur ce public-là ? Et comment est-ce que vous comptez augmenter cette sélectivité ? Et une troisième question dans la question, mais qui est importante, on dit souvent effectivement que les grandes écoles, ça ne concerne pas que Kedge, mais que les grandes écoles de management sont plus facilement accessibles en programme post-bac ou en admission sur titre que par la classe préparatoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus en ce qui concerne Kedge ? Il y a plein de questions dans votre question, Clément. Mais la première chose, c'est qu'on n'est pas la 9e école de France pour son programme grande école si on n'est pas sélectif. On ne remplit pas tous les ans le concours prépa si on n'est pas sélectif. Donc, je ne peux pas entendre que Kedge n'est pas sélectif. En réalité, on va pas tarder à rentrer dans la période des oraux. D'accord ? Entre avril et juin, je vais recevoir 15 000 candidats. Bon, je ne recrute pas 15 000 étudiants. Voilà. En réalité, sur les concours, au global, on recrute 2500 étudiants, parmi les 4008, 5000 dont je parlais tout à l'heure. On en recrute aussi beaucoup en master, parce qu'on a cette force et cette attractivité de nos masters. On a 27 masters spécialisés Master of Science, qui sont tous extrêmement bien classés, sur des expertises très pointues, et pour lesquelles on est extrêmement sélectif. C'est-à-dire qu'on en retient 2500, mais on a à nouveau 15 000 candidatures. Donc Kedge est sélective, mais j'aimerais qu'on le soit encore plus. Alors, pour parler des AST, ou pour parler prépa AST, je vais en parler un peu en même temps. La première chose, c'est qu'il y a pas loin de 9000 étudiants de classe préparatoire, élèves de classe préparatoire qui se présentent au concours en deuxième année. BCE et CRICOM, j'arrondis le chiffre. Nous, on en recrute 565, si je ne dis pas de bêtises, en EC et une quarantaine en littéraire. Et on remplit. Et quand on regarde le cycle pré-master, donc la L3, ça constitue aujourd'hui 80% des étudiants de L3. Il y a encore un petit peu d'admission sur titre première année, mais en réalité, il n'y en a plus beaucoup. Il reste pour les CRICOM 650 candidats. Donc on en recrute une petite centaine. Et en réalité, on est conscient que ce vivier-là va s'épuiser et on travaille sur des scénarios où on ne recruterait plus que des prépas en première année. Après, il y a le sujet des admissions sur titre en deuxième année de grande école. Et là, pareil, il y a 3500 candidats au concours à CRICOM, à ST2. Nous, on en recrute un tout petit peu plus de 600, entre 650 et 700, donc 20%. Donc là aussi, il y a une sélectivité à nouveau. Donc on ne peut pas dire qu'on n'est pas sélectif. Néanmoins, c'est vrai que c'est potentiellement un vivier de candidats qui deviennent étudiants en deuxième année et qui rejoignent nos étudiants de L3 qui sont arrivés par la prépa. Chacun son parcours. Moi, je crois fondamentalement qu'il y a des lycéens de terminale qui sont faits pour étudier en prépa et il y en a qui ne sont pas faits pour étudier en prépa. Le meilleur exemple, c'est Alexandre de Navaille. Moi, je n'ai pas fait de prépa, par exemple. Et je n'ai pas fait de prépa parce que je n'avais pas cette capacité de travail. Je pense que je l'ai acquise au fur et à mesure du temps. Je travaille beaucoup plus que je ne travaillais dans le passé, mais je n'avais peut-être pas cet état d'esprit, cette volonté, cette envie de faire une prépa. Et je suis très heureux des études que j'ai faites par ailleurs à l'université à Dauphine. Et il y en a qui font ce choix de ne pas faire de prépa. Donc ce n'est pas un choix par défaut,
Et je crois qu'il faut casser cette idée qu'il y a une stratégie de tous ceux qui font un BUT, une licence, et qui rejoindraient une grande école après leurs premières 3 années d'études. C'est faux. Il y en a qui le font. Je ne dis pas le contraire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit même une petite minorité. Chacun sa voie. Et en fait, nous, à Kedge, on veut assurer une diversité d'abord, parce que faut dire les choses comme elles sont. Même si la prépa, c'est pas un coût, ça reste, ça garde une image encore un peu élitiste, qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne savent même pas ce que c'est qu'une prépa. Et donc il y a beaucoup de jeunes qui commencent leurs études ailleurs, et qui, au cours de leurs études, se rendent compte qu'ils peuvent rejoindre des programmes de grande école après. Donc il y a une certaine diversité de parcours, mais il y a aussi une diversité de compétences et de savoir-faire. Et je crois que chaque public s'enrichit de l'autre. Et c'est ça qui fait d'ailleurs la force de nos écoles aujourd'hui, je crois. Dans les programmes grande école, c'est le fait de créer une mixité. Et puis à la fin, les recruteurs savent très bien quel est le profil et quel est le parcours des étudiants, et ils font leur choix. Et certains préféreront recruter des jeunes qui ont fait une prépa et qui rejoignent un programme grande école après, et d'autres préfèrent des jeunes qui auront un parcours peut-être un peu plus divers. Un jeune qui passe par l'université, il peut avoir une expérience internationale parce qu'il sera parti en échange, il peut avoir travaillé pendant ses 3 ans d'études. Et donc voilà, chaque profil est un peu différent. Néanmoins, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure quant à Écricom, je défends bec et ongle le continuum parce que je crois que ce qui fait la force de nos écoles et la réputation internationale de nos écoles, 27 écoles de management françaises dans le top 100 du FT, c'est aussi qu'il y a un parcours très particulier, prépa et grande école, qui a une complémentarité de ces 5 années, qui sont une continuité, un continuum, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui a une rigueur de travail, une capacité de travail, une curiosité, une ouverture d'esprit du jeune de prépa qui est toute particulière. Donc oui, on veut évidemment continuer à recruter des jeunes de prépa et à défendre ce modèle. On y reviendra sur la prépa et le continuum. Peut-être une question, on est aujourd'hui à Marseille, ouais, sur le campus de Kedge Marseille. Très belle ville. Deuxième ville de France. Grande ville. C'est beau ici, 15 degrés en plus. Voilà, merveilleux. Le soleil et une activité économique effectivement dans la deuxième ville de France, et c'est ma question. Vous avez récemment déclaré lors du colloque de la CGE Sud que seulement 20% des diplômés justement de Kedge Marseille rester travailler dans la région. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce chiffre? Pourquoi est-ce qu'il vous semble faible? Et comment est-ce que vous travaillez justement avec les acteurs de cette région pour le faire augmenter? C'est une stat qui est vachement intéressante. La première chose, c'est que j'ai parlé des 20% qui restaient et qui se fixaient dans la région, mais j'ai aussi parlé du fait qu'il y avait seulement 20% des jeunes de la région qui rejoignaient Kedge. Ou en tout cas que parmi nos étudiants qui nous rejoignent en bachelor et en prépa, seulement 20% viennent de la région. Et que ce n'étaient pas forcément les mêmes. Et ce n'est pas forcément les mêmes d'ailleurs. Alors pourquoi? D'abord parce que Kedge, c'est une école française et internationale. Donc, en fait, et puis l'accès par concours fait que tout le monde se présente à un concours et que c'est le classement et pas l'origine géographique qui fait que le jeune nous rejoint. Mais oui, on a seulement 20% des étudiants de Kedge qui se fixent dans la région. Alors, les Parisiens vont dire que c'est plus facile. Mais parce qu'aujourd'hui, on est extrêmement centralisé en France et que l'attractivité pour le premier job est souvent à Paris, voire à l'étranger, puisqu'on a aussi 20% de nos étudiants qui ont leur première expérience internationale, entre 20 et 30% en fonction des programmes, à l'étranger. Pourquoi c'est un sujet important? Parce qu'en fait, on se rappelle de qui on est et de notre histoire. On a été créé il y a 150 ans, à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie de Bordeaux et de Marseille, ici on est à Marseille, pour former des jeunes ici qui allaient développer des activités, des business, beaucoup sur le commerce, parce que Marseille était le premier port européen, et en particulier ouvert sur le Moyen-Orient, le nord de l'Afrique et l'Asie. Et ces jeunes allaient développer l'activité de Marseille, ou en tout cas du territoire. Et on veut se rappeler de ça. Et ça reste fondamentalement notre mission. Et on est un acteur du territoire. Donc je suis un peu frustré qu'il n'y ait que 20% de jeunes qui restent ici. C'est une réalité. Et un de mes objectifs, c'est de faire en sorte qu'on arrive à ce que ça passe de 20 à 22, 25 et puis peut-être 30% à terme.
Pourquoi ? Parce qu'il se passe énormément de choses en région, en France, qu'on l'oublie. Il y a cette envie des jeunes d'aller travailler à Paris et ils sont prêts même à sacrifier certains postes et certains salaires pour aller travailler à Paris, sans forcément que ce soit les meilleurs jobs, d'ailleurs. Alors qu'il se passe énormément de choses ici. Il y a certainement beaucoup d'opportunités à Marseille, et je crois que cette ville va continuer à se développer. Il y a maintenant des boîtes assez extraordinaires. La plus haute tour de Marseille, c'est CMA-CGM. Je pense que la réputation de CMA-CGM n'est plus à faire. En plus, c'est dans des expertises qu'on connaît bien sur le transport, la logistique, la supply chain, le maritime. Et donc, je souhaite qu'on devienne une vraie source de jeunes cadres pour les entreprises du territoire. On l'est déjà à hauteur de 20%, mais qu'on le devienne de plus en plus. Et c'est un travail main dans la main avec les entreprises du territoire. On est évidemment partenaire de beaucoup d'entre elles, et on travaille beaucoup avec les entreprises pour sourcer des jeunes. Mais pourquoi faire le choix, quand on s'appelle Honnête ou CMA ou d'autres entreprises du coin, pourquoi faire le choix, et j'adore mes copains de chez Neoma, d'un Neoma par rapport à un Kedge. Voilà, donc c'est un peu ça mon challenge, et ça fait partie de notre feuille de route pour Kedge 30. Et justement, c'est la difficulté d'avoir, ou la difficulté et l'atout, d'avoir une école multicampus. Donc on évoquait Paris, Bordeaux, Marseille, Toulon. Comment justement dans cette stratégie à travers les territoires, vous arrivez à gérer en fait des spécificités locales qui vont être différentes, par exemple entre Marseille et Bordeaux? Est-ce que les enjeux sont les mêmes ou est-ce que c'est quelque chose qui est fondamentalement différent? Il y a des différences et puis il y a des volontés de développement sur des axes stratégiques, économiques et des expertises très différentes d'un territoire à l'autre. À Marseille, par exemple, oui, le transport et la logistique maritime, c'est une vraie priorité de ce territoire, avec le développement des acteurs autour de CMA. CEVA, qui est une filiale de CMA, qui est championne de la logistique, le Grand Port de Marseille qui se transforme. Mais il y a aussi, par exemple, à Marseille, une vraie verticale autour de la santé, de la biotech. Après Paris, Marseille est sans doute le territoire qui est le plus actif sur ces sujets-là. Et nous, on travaille sur le développement de parcours. On a un master spécialisé sur la santé et la biotech. On a des tracks spécialisés sur le management des organisations de santé, par exemple. À Bordeaux, évidemment, il y a tout le monde du vin. Et c'est pas petit en France, c'est vraiment prégnant. On s'imagine que le vin, les spiritueux, c'est un petit monde. Non, c'est un énorme business. Mais à Bordeaux, il y a aussi toute la sphère aérospatiale défense, par exemple. Et on développe des programmes aujourd'hui. On a développé un programme conjoint avec Sciences Po. On est en train de le transformer possiblement en double diplôme. On est en train de travailler avec l'armée. On a signé un partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, l'armée de la région Nouvelle-Aquitaine pour développer des programmes. Donc on s'adapte aux besoins des territoires et aux expertises des territoires. C'est pour ça qu'il y a une complémentarité. Notre origine, elle est bordelot-marseillaise, marseillo-bordelaise, évidemment. Et on souhaite rester très ancré sur ces deux territoires-là. On parle peu de Toulon. Mais en fait, on a un gros programme qui marche très très bien, un master ingénieur d'affaires qui est très adapté aux demandes des acteurs de Toulon. Et puis oui, il y a Paris. Et Paris parce que d'abord, il y a une demande francilienne qui est toute particulière, en particulier sur le post-bac. Et puis qu'on a beaucoup d'étudiants internationaux qui font le choix de Paris. Donc on ne peut pas ne pas être à Paris. La priorité, elle est nulle part et partout. C'est-à-dire qu'on ne va pas déséquilibrer un campus pour l'autre. Et aujourd'hui, on essaie de développer des expertises sur chacune des implantations sur lesquelles on est. Et je rajouterai juste un tout petit mot, Clément. Je vois que vous êtes impatient de me poser la prochaine question. C'est qu'on va même encore plus profondément sur les territoires, vous le savez, puisqu'on a des partenariats avec les chambres de commerce d'Avignon, de Bastia, de Bayonne et maintenant de Mont-de-Marsan, pour déployer le Kedge Bachelor, donc notre programme en 3 ans, en profondeur sur ces territoires-là, pour répondre à une double demande, celle des familles. C'est pas simple d'envoyer son fils à Bordeaux quand on habite à Bayonne, parce que c'est un coût. Il y a un coût de logement, il y a une logistique. Pareil pour Mont-de-Marsan, par exemple. Et il y a une demande aussi des entreprises du territoire qu'il y ait des formations de qualité qui permettent de former des jeunes qui s'ancreront et qui seront les acteurs de ce territoire demain. Et donc on répond à cette double demande
en allant un peu plus en profondeur, même sur les territoires. Merci beaucoup, Alexandre. On a commencé à l'évoquer, on va revenir sur la prépa et le CIGEM. Alors déjà, peut-être une première question concernant le CIGEM 2026. Vous savez qu'il y a des classements issus du CIGEM qui sont produits par les médias grâce aux données CIGEM. Est-ce qu'il y a un objectif affiché cette année de Kedge de gagner des places au CIGEM? Ce que je vous disais tout à l'heure, mon ambition, c'est, voilà, on est bien solide, on a la taille qu'il faut aujourd'hui, c'est effectivement de travailler sur la qualité pour être plus attractif et progresser dans les classements. Donc je souhaite qu'on puisse progresser dans le CIGEM, parce que le CIGEM, c'est le reflet de la volonté des étudiants de prépa. Aujourd'hui, on est 10e, devant nous, il y a Grenoble. Je salue Grenoble et Fouzia, que j'apprécie beaucoup aussi. Voilà, on est concurrents, petite bataille, et j'espère qu'on grattera encore quelques places, et puis peut-être qu'on passera Grenoble bientôt. Mais ils se défendent très très bien, évidemment, et peut-être plus après. Je ne veux pas vous dire que je vais être 6e au CIGEM, parce que c'est pas réaliste, d'accord ? Mais progresser, oui, ça me semble fondamental, et c'est ce sur quoi on va travailler. Et justement, alors, dans le sens de cette question, il y a aujourd'hui un discours qui se développe dans l'écosystème de l'enseignement supérieur et du CIGEM, qui serait de mettre fin justement à ces classements issus du CIGEM, qui sont produits par des médias grâce aux données CIGEM. Est-ce que vous avez un avis sur la question? En fait, j'hallucine complètement de ce débat. Je trouve qu'il est totalement perché, en fait. Le CIGEM, ce n'est pas un classement, c'est le reflet des choix des élèves. Okay ? Qui a peur de quoi ? Je trouve ça fondamental de comprendre pourquoi tel élève choisit Grenoble plutôt que Kedge. Donc moi, avoir cette information-là, c'est primordial. Et à nouveau, ce n'est pas un classement, c'est le reflet des choix. Donc on ne doit pas en avoir peur. Et si on est solide sur ses appuis, assez sûr de soi, etc., on peut envisager de progresser. Après, évidemment, de temps en temps, la réalité a fait mal. Et la réalité, c'est que il y a peut-être un tout petit peu moins de candidats qu'il y en avait avant. En réalité, on tourne toujours autour de 9000, hein, 9005 à peu près les dernières. Donc c'est pas si mal que ça. Et certaines écoles remplissent moins que d'autres. Peut-être parce qu'il y a moins de candidats, mais peut-être aussi qu'elles sont moins attractives. Et je pense qu'il faut le savoir et s'en rendre compte pour travailler sur son attractivité. Donc mettre de côté CIGEM, à mon avis, c'est une énorme erreur. Après, il y a la façon dont CIGEM nourrit les autres classements. Les autres classements, ils ne sont pas forcément nourris de CIGEM, d'ailleurs. Pas toujours le cas. Et je pense que c'est bien qu'ils ne le soient pas. C'est souvent des classements de notoriété et qui travaillent aussi sur différents axes et différentes données de nos écoles, qu'elles soient publiques, et donc ils se servent sur ce qui est public, ou qu'elles soient communiquées par les écoles. Oui, il y a un débat sur les classements. Mais à nouveau, n'en ayons pas peur, quoi. Moi, quand Kedge est 8e, je suis très heureux. Quand on régresse, je suis malheureux et je fais tout pour qu'on reprogresse. Et donc là, on reprogresse et on regagne la 9e place au Figaro et à Challenge. Je suis très heureux. Et si demain, on me dit, non, Kedge n'est plus 9e, Kedge est 10e, je vais être un peu grossier, mais ça va me mettre un coup de pied aux fesses pour que je fasse tout pour revenir 9e. Donc finalement, c'est cette espèce de baromètre est, à mon sens, absolument primordial pour savoir où on se situe. Et où se situe l'attractivité de notre école. Fermer les yeux, à mon avis, c'est la pire des stratégies. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. Justement, sur cette partie prépa et CIGEM, on constate effectivement que les écoles un peu plus bas dans le classement CIGEM ont plus de difficultés ces dernières années à remplir, ce qui n'est pas du tout le cas de Kedge. Mais est-ce que ce phénomène, notamment de redoublement de cubes d'étudiants qui cuberaient s'ils n'atteignaient pas le top 5, le top 8, le top 10. Est-ce que ce phénomène vous inquiète? Un étudiant qui cube, c'est un étudiant qui se présente l'année d'après. Hein, donc bon, au final, peut-être pourquoi pas. Ce n'est pas qu'un phénomène que l'on constate au-delà du top 10. Hein. Il y a des écoles du top 5 qui sont concernées. Aujourd'hui, parmi le top 5, on sait qu'il y a des étudiants qui cubent en ayant été admis à l'ESCP pour essayer d'avoir HEC ou l'ESSEC. On en est là. Hein.
bon, à nouveau, je pense qu'il y a un sujet d'attractivité des écoles, donc à nous de nous prendre en main et de travailler sur notre attractivité. Il y a un sujet aussi peut-être à travailler avec les prépas elles-mêmes, et en particulier le discours que certains et certaines profs de prépa tiennent auprès de leurs étudiants, de leurs élèves, sur le fait de cuber ou pas. Et je sais que c'est un sujet qui concerne tout particulièrement Alain Joyeux et le bureau de la PHEC, et sur lequel il souhaite travailler. Et je pense qu'il y a voilà, un étudiant, un élève de prépa qui décide de cuber, ce n'est pas les écoles qui l'incitent à cuber. C'est son choix, ou son choix appuyé, recommandé aussi avec son prof de prépa. Parce que nous, on n'interagit pas forcément avec lui avant. Et donc, on doit travailler main dans la main avec les prépas pour endiguer ce phénomène, si tant est que ce soit un problème. Parce qu'à nouveau, un étudiant qui cube, c'est un étudiant qui se présente l'année d'après. Donc, ce n'est pas un étudiant qui sort du circuit. Voilà. Un autre sujet important concernant les étudiants, ce sont les frais de scolarité. Ouais. Les frais de scolarité, globalement, ont augmenté ces 20 dernières années de manière assez importante dans les écoles de management. Est-ce que vous pensez qu'on va atteindre un seuil, on va dire, d'acceptabilité coût-bénéfice pour les jeunes par rapport à des formations universitaires, par exemple, qui demandent pas de frais de scolarité, donc pas de s'endetter. Et donc voilà, quel est votre regard là-dessus, justement, sur le débat, on va dire, coût-bénéfice de l'investissement en tant qu'étudiant dans une grande école de management et sur l'augmentation des frais de scolarité? Il y a deux, trois éléments de réponse. La première chose, c'est que si les frais de scolarité augmentent, c'est que les coûts augmentent. Voilà. Former un étudiant dans une école de management, ça a un coût. Sur un cycle de master, ce coût, il avoisine les 15 000 €. C'est une réalité. À l'université, un étudiant, tout cycle confondu, c'est 13 000 €. Voilà. La seule chose, c'est que c'est vos impôts et les miens qui les financent, et ce n'est pas l'étudiant qui les finance. Ça a échappé à personne qu'il y a de l'inflation depuis quelques années. Alors elle se stabilise, mais si je prends depuis 2020, moi je regarde les indicateurs, depuis 2020, il y a plus de 15% d'inflation. 15% sur 10 000, c'est 1 500. 15% sur 15 000, on est à 2 500. Donc forcément qu'il y a des augmentations de coûts aussi liées à l'inflation. Donc les écoles mettent en place tous les ans des NAO, c'est obligatoire. Les coûts de fournisseurs augmentent, le matériel augmente, les coûts d'IT augmentent, les coûts de promotion augmentent. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est plus cher de produire un programme, de construire un programme et de construire un parcours pour l'étudiant que ça n'était il y a 5 ans et que ça n'était il y a 10 ans. Donc c'est normal qu'il y ait de l'inflation. Alors, jusqu'où on va en fait? C'est ça le sujet, c'est est-ce qu'on atteint une limite ou pas? Pour les écoles de management, et je parle d'elles parce que c'est ce que je connais, il y a quand même un retour sur investissement qui est assez garanti. C'est-à-dire que vous sortez d'une école comme Kedge, vous avez un salaire moyen à 50 000 €, vous avez 90% de chances d'avoir un job dans les 6 mois après votre diplôme, il y en a entre 40 et 50% qui ont un job avant, vous avez l'opportunité d'expérience que vous n'auriez pas à l'université, internationale, double diplôme, on promeut et on soutient beaucoup plus l'avantage que certaines formations universitaires. Vous avez la garantie d'avoir un réseau de diplômés actifs. Voilà, à Kedge, il y a 90 000 diplômés dans le monde, et c'est puissant, et tous ne sont pas actifs de la même façon, mais on sait tracer qu'il y en a au moins un bon tiers qui est extrêmement actif pour l'école et pour ses étudiants. Et vous participez à ce réseau et vous intégrez un réseau qui vous suivra toute votre vie. Vous avez des formations qui sont d'un niveau universitaire, puisque c'est reconnu à travers nos grades. Donc, voilà, il y a tout plein de particularités, d'avantages à rejoindre une école de management. Investir 3 ans de sa vie pour avoir les meilleures formations, le meilleur diplôme, la garantie d'un emploi assez pérenne, la garantie d'un réseau et des expériences que vous n'auriez nulle part ailleurs,
Voilà, je ne m'asseoirai pas dessus. Et la réalité, c'est qu'il y a toujours autant de candidats qui viennent nous voir. Hein. Donc, en fait, forcément que ça fait du bruit. Mais il n'y a que ceux qui font du bruit, j'ai envie de dire. Voilà, et tous ceux pour qui ça n'est pas un problème n'en parlent pas. Et former des jeunes en France, ça reste moins cher que de former des jeunes dans beaucoup de pays, et en particulier les pays anglo-saxons. En tout cas, se former en France, ça reste moins cher que de se former dans les pays anglo-saxons. Donc le rapport qualité-prix, il est encore là. Hein. Vous l'évoquiez au début de notre entretien, l'apprentissage, qui peut aussi d'ailleurs être un atout pour l'étudiant pour financer sa scolarité, mais pas que. L'apprentissage, on le sait, effectivement, subit quelques turbulences en termes de financement, d'aide de l'État. Et c'est quelque chose qui va plutôt aller dans ce sens-là pour les prochaines années. Aujourd'hui, dans le modèle de Kedge, quelle est la part de vos étudiants en alternance? Est-ce que Kedge est très dépendante finalement de l'alternance? Et quelle est votre vision justement par rapport à ces signaux sur les prochaines années concernant l'apprentissage? Est-ce qu'on est dépendant? Non, on n'est pas dépendant dans la mesure où, en fait, je veux dire, seulement 25% de nos étudiants de formation initiale font de l'apprentissage. Et sur les cycles supérieurs, donc sur les cycles supérieurs, sur les fins de cycle. Donc c'est bachelor 3e année ou master 1 et master 2. Et c'est plutôt master 2 que master 1 d'ailleurs. Donc on a 3000 étudiants sur les 13 000 étudiants de formation initiale qui sont en apprentissage. C'est des gros volumes, hein. Mais ce n'est que 25% et c'est la norme de ce que l'on voit à la CDEFM. Donc on est moins exposé que certaines écoles qui sont très au-dessus de ça, et on est plus exposé qu'HEC qui n'a pas d'apprenti. Bon, évidemment. Est-ce que ça crée des inquiétudes? Oui, moi je suis inquiet. Pas tant pour Kedge, parce que je pense que de toute façon on est assez robuste et on tiendra, mais je suis inquiet pour nos étudiants en fait. On est en train de casser un système qui fonctionne. On est en train de casser un système qui permet, d'un point de vue pédagogique, d'enrichir la fin des cycles et la fin des parcours, et d'un point de vue égalité des chances, qui permet à des jeunes qui ne seraient jamais venus se former chez nous de le faire. Parce que c'est ce qui se passe. Nous, on a beaucoup de jeunes qui rejoignent Kedge en apprentissage sur les cycles de master, qui, s'ils n'avaient pas l'apprentissage, ne viendraient pas. Et donc, le risque, c'est de casser une machine. Au point d'ailleurs, enfin moi je m'inquiète au point où, encore une fois, on est robuste, on est résistant, et on va réduire notre dépendance à l'apprentissage, notre exposition à l'apprentissage. On a 3000 étudiants en apprentissage aujourd'hui, et progressivement, on va réduire ça aux alentours de 2000, je l'ai annoncé dans ma stratégie, et c'est vraiment ce que l'on souhaite faire, parce que je ne veux pas exposer plus que ça à l'école. Maintenant, ce que je crois, c'est que oui, il y a des écoles qui sont beaucoup plus exposées que nous, et donc des écoles de la CDEFM en particulier, donc ça c'est embêtant. Mais il y a aussi beaucoup d'organisations, d'officines, comme on les appelle, qui sont très exposées et qui subiront les contre-coups de ce qui est en train de se passer, et à la limite, pourquoi pas. Voilà, ça peut permettre de faire un peu de tri. Moi, ça me va bien. Et ce en quoi je crois fondamentalement, et ce que je défends, c'est qu'il faut que ce tri se fasse. Donc il faut que la volonté du ministère de l'Enseignement Sup de réguler le supérieur privé aille jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est faire le lien entre le cercle dans lequel on est, ou la catégorie dans laquelle on est, et les financements de l'apprentissage. Les financements de l'apprentissage doivent être fléchés à ceux qui sont reconnus par le ministère de l'Enseignement Sup comme de qualité. Première chose. Et ce en quoi je crois aussi, c'est qu'à un moment, il va peut-être falloir s'ouvrir un tout petit peu les esprits et se dire que l'étudiant peut participer au financement de ses frais de scolarité aussi. Ce n'est pas le cas, la loi ne le permet pas aujourd'hui. Donc un étudiant en apprentissage ne peut pas financer 1 euro de ses frais de scolarité. C'est les nets pris en charge, financement de l'État via les OPCO et les restes à charge des entreprises et des écoles, aujourd'hui les entreprises jouent le jeu, qui permettent de financer ça. J'ai un nombre de familles, d'étudiants et de parents qui me disent « Mais moi, je suis prêt à mettre 2 000, 3 000, 4 000 euros
si j'ai la garantie que mon fils ou ma fille aura bien un contrat d'apprentissage parce que l'entreprise ne s'éloignera pas du programme et de l'école. Ce n'est pas permis aujourd'hui. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on ouvre cette porte. Je crois qu'elle commence à s'entrouvrir un peu, mais il faut aller jusqu'au bout. Peut-être une dernière question qui concerne aussi la stratégie de Kedge et peut-être la différenciation de Kedge par rapport à d'autres acteurs des grandes écoles de management. On voit se développer une diversification de ces écoles avec l'ouverture d'écoles de data, de géopolitique, de droit, etc. Le choix de Kedge semble plutôt être à l'inverse, c'est-à-dire de se concentrer sur les métiers du management. Quelle est votre vision justement par rapport à vos écoles concurrentes ? Alors la première chose, c'est que oui, on est concentré sur les sciences du management, mais en réalité, au sein de Kedge, on a des schools, c'est comme ça qu'on les appelle. Je ne suis pas très confortable avec l'idée de les appeler schools, c'est peut-être plutôt des instituts, qui se spécialisent dans certains domaines d'expertise. Donc, par exemple, on a la Kedge Wine School. Bon, la Kedge Wine School, c'est une entité un peu en soi, avec des professeurs dédiés, un centre de recherche dédié, des enseignements autour du management du vin et de la vigne, mais ça reste du management. On a la même chose en arts et design, par exemple, on a la même chose sur les achats. Donc ça reste des sciences du management. Est-ce qu'on créera un jour une School of Law ? Non. Enfin, je ne suis pas une école de droit. Je ne vais pas enseigner une expertise que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, d'abord, c'est l'apanage de l'université que d'enseigner le droit, même s'il y a quelques écoles privées qui enseignent du droit. Et je ne me substituerai pas à ces organisations qui enseignent le droit aujourd'hui. Ce n'est pas mon expertise, c'est la même chose. Je ne vais pas enseigner, je ne vais pas faire une school of data. Alors, ce que je souhaite, c'est que mes étudiants comprennent la donnée et sachent la maîtriser. Et on a un master, par exemple, en marketing et data, mais je ne vais pas faire une school of data. Enfin, ça n'arriverait à rien. Donc, oui, je reste concentré sur les sciences du management aujourd'hui. En revanche, il y a certaines expertises que je mets en visibilité à travers ces instituts. Et je pense qu'il y a un sujet sur lequel on est en train de réfléchir et de travailler. On s'appelle business school ou école de management aujourd'hui. On s'appelait école de commerce avant. Et finalement, on enseigne peu le commerce. La réalité, elle est là. Alors nous, on enseigne les achats, mais je veux qu'on enseigne plus et mieux aussi le commerce, la vente, le business development. Donc on est en train de travailler là-dessus et il y a un réel besoin. Tous les DRH auxquels je parle aujourd'hui me soulignent ce besoin dans leur recrutement. Donc oui, on restera une école de management et on ne va pas diversifier de façon trop incohérente ce que l'on fait aujourd'hui. Et au-delà de la diversification, peut-être les synergies que vous pouvez mettre en place avec d'autres établissements, avec d'autres spécialités. Et vous faites bien de le pointer, parce qu'en fait, c'est aussi le deuxième volet de la réponse que je peux vous faire, c'est qu'on met aujourd'hui l'accent et la priorité sur le fait de signer des partenariats, signer des doubles diplômes. Voilà, par exemple, sur le droit, ici à Marseille, on a un partenariat avec l'Institut des Affaires, l'IDA, et je préfère qu'on s'appuie sur de réels experts pour apporter de la compétence à nos étudiants à travers des partenariats, des doubles diplômes, que de créer nous-mêmes des diplômes. Donc on continuera à développer plus et mieux certains de ces partenariats. Ici à Marseille, on est en train de travailler sur des projets. On a monté avec l'ISEN à Toulon un programme sur le master ingénieur d'affaires de double diplôme. On est en train de travailler avec certaines écoles d'ingénieurs de la région et du secteur. Et je pense que c'est plus comme ça qu'il faut qu'on voit la diversité et la complémentarité des parcours qu'en créant nous-mêmes des programmes qu'on maîtrisera toujours moins bien que ceux qui savent le faire. Et ici à Marseille, voilà, ce groupement des écoles dont vous parliez au tout début, c'est le groupement des écoles de la région sud, le GERS. C'est une émanation de la conférence des grandes écoles régionales. Et les écoles s'entendent bien et cherchent ces complémentarités, tout en travaillant d'ailleurs avec le monde des entreprises pour comprendre quels sont leurs besoins et comment ensemble, main dans la main et en créant des synergies, on peut répondre encore mieux et plus à leurs besoins. Merci beaucoup Alexandre pour vos réponses et votre accueil. J'étais ravi de vous accueillir ici. J'étais ravi de découvrir ce magnifique campus. À très bientôt sur Totis. Merci, à bientôt.